Moi, je partirais très très brièvement du contexte économique mondial. Il y a une grave crise économique mondiale, comme nous le savons, que j'avais annoncée en 2002 à une époque où ça paraissait baroque. Et je dis que nous n'en sommes qu'aux prémices. Elle va surpasser celle de 1929. Nous assistons maintenant bientôt à la faillite des États. À partir de là, quand on dit crise économique, on dit guerre. La crise de 1929, elle a accouché du nazisme et de la Deuxième Guerre mondiale. La grande crise que nous connaissons actuellement et qui est déjà complètement hors contrôle des chefs d'État et de gouvernement et des patrons de banque centrale, hors contrôle complètement, eh bien, elle va conduire forcément à ce qu'on pourrait appeler une troisième guerre mondiale. Et ça, c'est en quelque sorte un déterminisme contre lequel, hélas, personne ne peut rien. À partir de là, je crois que se mettent en ordre de bataille les puissances. L'OTAN est en crise, il essuie une très grave défaite en Afghanistan. C'est une grave défaite, non pas sur le plan militaire, puisque, pour dire les choses très horriblement et très cyniquement, pour un mort occidental, il y a 3000 morts à peu près en 11 ans. Il y a quelque chose comme 60 000 ou 80 000 ou 100 000 combattants talibans morts. Il faut comprendre que quand il y a un passage de chasseurs bombardiers d'hélicoptères de combat, il y a beaucoup de monde qui meurt chez les talibans. Mais c'est pas comme ça qu'on gagne une guerre, on l'a vu au Vietnam. Et justement, c'est une guerre de civilisation, la guerre d'Afghanistan. L'OTAN est là pour gagner les esprits et les cœurs, pour que les petites filles aillent à l'école. Et les talibans ne veulent pas. Moi, j'appelle ça une guerre de civilisation. Et alors, ce clivage civilisationnel ne peut être qu'exacerbé par la crise économique mondiale. Pourquoi? Parce qu'une crise économique mondiale, quand elle atteint un paroxysme, c'est un cauchemar collectif. C'est des famines collectives, c'est un désespoir collectif. À partir de là, les esprits se surchauffent et c'est alors le surgissement de l'irrationnel dans la vie politique mondiale. On l'a vu avec le nazisme dans les années 30, c'était le surgissement absolu de l'irrationnel sous l'aspect le plus effrayant. Et hélas, on va revoir des phénomènes analogues sous des formes d'aujourd'hui. Je crois qu'il y aura beaucoup de formes religieuses dans l'exacerbation des fanatismes des prochaines années. Pardon de vous interrompre, mais y compris chez nous. Y compris chez nous, oui, bien sûr. Pas seulement les autres. Non, il y a toutes sortes de radicalismes religieux qui se développent dans le monde, on le voit bien. Et nous allons avoir donc forcément des grandes confrontations. La question, c'est dans quel camp la Russie sera-t-elle? Parce qu'en effet, la Russie, pour l'instant, elle est plutôt très proche de la Chine et de l'islam. La Russie appartient à l'Organisation de coopération de Shanghai. Elle met en commun des moyens militaires, économiques, financiers, etc. avec les Chinois. Et la Russie de Poutine cultive un sentiment anti-occidental que l'on retrouve assez largement dans une partie de la population russe. Et le fameux bouclier antimissile, il pourrait très bien être destiné aussi à se protéger des Russes. Forcément, pas seulement des Iraniens. C'est évident que pour l'instant, ça vise les Russes. Parce que l'Iran, on ne sait même pas s'il peut envoyer des missiles à 2500 km pour l'instant. Catherine Gamperrier. Mais il les allonge, ces missiles, il les allonge. Je voudrais nuancer, puisque les Russes ont quand même proposé une coopération au sommet de Lisbonne et partaient plutôt engagés. Et c'est le processus du choix des emplacements, du commandement qui s'est fait absolument avec les Américains sans aucune habilitation de l'avis des Russes qui a plutôt refroidi l'attitude des Russes. Et ce qui est aussi un danger de post-guerre froide d'un système qui en enclenche un autre.